Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 29 décembre 2025 et notre cher ami Ray McGovern est avec nous. Bon retour parmi nous, Ray. Merci Nima. Bonne année à toi. Bonne année, Ray. Permettez-moi de commencer par la rencontre entre Donald Trump et Zelensky. Après tout, beaucoup de gens se demandent ou soutiennent s'il ressort quelque chose de ces réunions. Se passe-t-il quelque chose dont nous ne sommes pas au courant, que nous ignorons? Et comment voyez-vous la situation actuelle entre Donald Trump et Poutine? Nous savons qu'ils font face à une situation très complexe et difficile avec le cas de l'Ukraine. Mais dans quelle mesure sont-ils capables de se débarrasser du problème en Ukraine? Eh bien, je suis vraiment content que vous ayez demandé à quel point ils sont capables. Vous savez, quand Biden était au pouvoir, les Russes se plaignaient amèrement qu'ils n'étaient pas capables. Pas capables de quoi? Eh bien, dogovor est le mot russe. Il signifie accord. Donc, sposobny veut dire capable. Ils ont inventé un nouveau mot. À mon avis, nedogovoros sposobny, incapable de conclure un traité ou un accord quelconque. Il disait aussi, quoique moins souvent, qu'il était nerazgovoros sposobny. Razgovor signifie conversation, donc ça veut dire qu'il n'était même pas capable de parler, de communiquer, de converser. Maintenant, quand Trump est arrivé, mon Dieu, il a corrigé ce défaut. Il était capable de parler, et il a parlé. Il parle beaucoup, n'est-ce pas? Il a parlé plusieurs fois, personnellement, avec Poutine, et il a fait passer à Witcroft des heures et des heures avec Poutine. Donc cela a été surmonté. Mais Trump est-il capable de conclure un accord? Les Russes ne le savent pas. Moi non plus. Peut-être que toi, Nima, tu le sais. Mais il a de réelles contraintes, et c'est là que réside le problème. Hier, Trump a agi comme si, Vladimir Vladimirovitch et lui, Poutine et lui, avaient déjà tout arrangé. Je lui ai parlé avant, je lui ai parlé pendant 2 heures et demie, dit-il. Or, le compte-rendu russe indique que cela n'a duré qu'1 heure et 15 minutes. Donc, Trump a tendance à exagérer, n'est-ce pas? Cette fois, il a doublé la durée, 2 heures et demie. Bon, qu'est-ce que tout cela signifie? Trump semble penser que lui et Poutine peuvent régler cette affaire et remettre les Européens et Zelensky à leur place. A-t-il des raisons de le croire? Je pense que oui. Alors, quels sont les grains de sable dans l'engrenage? Eh bien, la plus grande mouche, bien sûr, ce sont les Européens. Que dire des Européens? Eh bien, pour une raison étrange, ils ne veulent pas la paix en Ukraine. Ils se battent très durement. Maintenant, qu'en est-il des Européens hier, lors de cette grande réunion à Mar-a-Lago? Vous savez, on ne les a vraiment mentionnés qu'à la fin. C'était « Ah oui, maintenant, appelons les Européens ». Et ils ont appelé les mêmes 7 nains qui étaient apparus après le sommet en Alaska en août. Les mêmes 7 nains. Alors, que va-t-on faire? Trump peut-il faire passer cela? Je suppose que la vraie question est de savoir quelle motivation il a. Sa motivation, c'est de sortir l'Ukraine du chemin pour pouvoir développer une relation décente avec la Russie et tourner son attention vers d'autres choses, y compris les élections de mi-mandat. D'accord? Il veut aussi remporter le prix Nobel de la paix. Bon, ça peut sembler, tu sais, un peu puéril ou adolescent, mais on a affaire à un narcissique, c'est comme ça qu'il le veut, d'accord? Et Poutine, alors? Poutine a beaucoup de raisons d'agir ainsi. Il ne veut pas se retrouver face à une insurrection de type Vietnam dans le reste de l'Ukraine s'il prend tout ce qu'il veut jusqu'au Dniepr. Il ne veut pas de ça. Il serait fou de le vouloir. Alors, quel est le résultat? Le résultat doit être négocié. En ce moment, la Russie gagne sur le terrain. Elle va gagner de manière définitive. C'est déjà le cas. Alors, qu'y a-t-il à négocier? Eh bien, un traité ou une sorte d'accord dans lequel les États-Unis s'engagent à faire ce qu'il faut pour l'Ukraine, en promettant, tu vois, que la Russie n'envahira plus, mais en effaçant toute cette affaire de
la carte en concluant enfin cet accord. Cela signifie que les Ukrainiens devront céder au moins le Donbass, c'est-à-dire ces deux provinces, Donetsk et Luhansk, et probablement aussi Zaporizhia et Kherson. Cependant, à mon avis, Poutine est prêt à faire certaines concessions concernant Zaporizhia et Kherson. On peut imaginer toutes sortes de choses, des zones tampons par exemple. Ce qui se passe ici, c'est que Trump dit « Très bien, vous les Européens et Zelensky, nous allons maintenant vous remettre à votre place. » Voyons ce qui se passera lorsque nous nous réunirons dans ces groupes de travail, que les Russes ont désormais officiellement approuvés. Donc, cette idée selon laquelle Poutine ne serait pas intéressé par un accord, il est bel et bien intéressé par un accord. Il prévoit une Europe plus sûre, avec les États-Unis restant impliqués, mais pas vraiment comme partie intégrante de l'OTAN, plutôt comme un grand pays co-gestionnaire du continent, reléguant les Européens au second plan. Et j'aimerais simplement dire, en pensant aux Européens, qu'ils ont été vraiment, vraiment silencieux. Ils n'ont pas dit un mot, à l'exception d'un journal allemand, le plus diffusé, un quotidien du groupe Axel Springer. C'est un journal d'auteur. Mais il a publié un article, hier, même avant le sommet, qui parle de Schmerz et de Wahrheit. Il dit, regardez, c'est douloureux, schmerzlich, mais nous devons reconnaître la Wahrheit. Et la Wahrheit, c'est que la Russie a gagné. Nous devons conclure le meilleur accord possible. Nous ne pouvons plus faire semblant. Nous devons nous occuper de cette affaire, sinon elle va empirer. Nous devons nous en occuper maintenant. J'ai demandé à quelques amis en Europe si cela annonçait ce qui nous attend, et les sources les plus fiables disent que oui. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Européens ne réalisent qui détient toutes les cartes ici, qu'ils ne peuvent tout simplement pas financer et armer l'Ukraine pendant encore 2 ou 3 ans, simplement parce que Zelensky le souhaite. Donc l'accord est conclu. Les motivations sont un peu différentes entre Poutine et Trump, mais ils veulent tous les deux la même chose. Et l'autre grain de sable dans l'engrenage ici, c'est Rubio, Marco Rubio, le secrétaire d'État de non seulement. Il vaut vraiment la peine d'en parler, car il a été mis de côté. C'était tellement embarrassant hier, vous savez. Trump parlait toujours de Witkoff, de Jerry et de Jared, son gendre, Kushner. Et on disait, « Ah oui, Marco aussi. Oh, Marco et les autres ont travaillé dessus. » Et Zelensky n'a parlé que de Witkoff et de Kushner. Il a même oublié de mentionner Marco Rubio. Donc, Rubio est le grain de sable dans l'engrenage. Il a beaucoup d'enjeux dans cette affaire, car beaucoup de gens comme lui pensent qu'on ne peut pas traiter avec les Russes, n'est-ce pas? Je vais simplement citer un exemple, car il me revient à l'esprit. C'était vraiment incroyable. Après l'une de ces réunions en Europe où Rubio était présent avec Witkoff et Kushner, Rubio est sorti en disant « C'est fantastique. Nous sommes plus proches que jamais. Nous sommes parvenus à un accord. » Et bien sûr, l'accord portait sur les conditions ukrainiennes de cette résolution. D'accord? Alors, il est revenu. Et tout à coup, Kushner et Witkoff ont dit « Oubliez ça. » Ils ont écarté l'idée et ont simplement présenté leurs 28 points lorsqu'ils ont rencontré Poutine pendant plus de 5 heures, seulement quelques jours plus tard. À un moment donné, Rubio a informé le Congrès, un Congrès très sympathique à sa cause. Et il a dit, « Vous savez, c'était un plan russe. C'était un plan russe. Les 28 points ont été élaborés avec les Russes, n'est-ce pas? » Et bien sûr, les sénateurs ont fait fuiter l'information, exactement comme Rubio s'y attendait. Puis il a dit, « Oh non, non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. » Et il s'est rétracté. Mais les sénateurs l'avaient entendu. C'est bien ce qu'il avait dit. Pourquoi a-t-il dit cela? Eh bien, je déteste vous l'apprendre, les gars, mais c'était une manœuvre russe. C'était Dmitriev qui venait à Miami, rencontrait Witkoff et Kushner pendant 3 jours.
Ils avaient fait venir Umerov d'Ukraine. Et c'était ça. Oui. Comment sait-on à quel point Rubio s'oppose à cela? Je suis sûr que lui et ses amis ont divulgué, et c'est la dernière chose que je dirais à ce sujet, une conversation téléphonique interceptée entre Dmitriev, en Arabie Saoudite, et Ushakov, le bras droit de Poutine, sur ces questions, à Moscou. Waouh! Une conversation interceptée impliquant l'Arabie Saoudite. Qui pourrait faire ça? Eh bien, on parie que les Five Eyes, les États-Unis et la NSA pourraient le faire. Les Saoudiens aussi, d'ailleurs. Le fait est que cela a fuité, d'accord? Et la fuite montre Dmitriev disant « D'accord, oui Ushakov, cela fera plaisir aux Américains. Et oui, on va y aller à fond, puis ils réduiront et vendront. » Tout cela a donc été documenté par ce message intercepté. Qui a divulgué ce message intercepté? Il fallait que ce soit quelqu'un comme Rubio, ou peut-être Kellogg, ou quelqu'un d'autre, pour souligner à quel point c'était grave que les Russes aient rédigé ce document. Maintenant, pourquoi Witkoff et Kushner ont-ils demandé aux Russes de faire la première version? Écoute, ils allaient demander à Rubio? Allons, soyons sérieux. Alors ils ont arrangé ça. Et c'est de cela que Poutine s'est vanté, être resté éveillé. Il a dit « C'était long? Oui, c'était trop long, dit-il. Mais nous avons couvert beaucoup de terrain et c'était formidable. Ça en valait la peine, parce que nous avons consacré du temps à pratiquement chacun de ces 28 points. » Poutine qui parle. Donc, Rubio est mis de côté, mais il reste une force avec laquelle il faut compter. Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, ils doivent donner à Rubio assez de satisfaction pour qu'il amène ses troupes, et ensuite les Européens, à dire « Regardez, nous consultons les Européens. » Cette fois, les Européens doivent comprendre le message, contrairement à ce qui s'est passé le 18 août, je crois, de cette année, lorsqu'ils ont écouté Trump parler de ce qui allait se passer en Ukraine. Une partie de cet accord en Alaska visait à s'assurer que Zelensky et ses amis en Europe n'allaient pas y mettre fin, n'allaient pas le saboter. Et c'est pourquoi les Russes disent depuis ce moment-là, « Écoute, tu as rompu ta promesse, Trump. Tu avais garanti qu'ils n'y mettraient pas fin, et ils l'ont fait. Le feront-ils cette fois? Je ne le pense pas. Mais vous savez, je suis un cas à part sur ce point. La plupart des gens sont bien plus pessimistes. Pour ma part, je vois le verre à moitié plein, peut-être même un peu plus qu'à moitié plein sur ce coup-là. Ray, je pense que l'essentiel réside dans les priorités des deux présidents, Donald Trump et Poutine, et dans la manière dont ces priorités peuvent se rejoindre, comment ils peuvent trouver un terrain d'entente pour collaborer. Eh bien, c'est une très bonne question, car il est maintenant très clair, avec le nouveau document sur la stratégie de sécurité nationale, que leurs priorités globales sont pratiquement les mêmes. Les Russes l'ont dit très clairement, personne ne semble le croire. Mais ils ont affirmé sans détour que leur priorité principale, leur priorité absolue, est d'établir une relation décente avec les États-Unis, de reconstruire ce qui existait avant Biden, peut-être même en mieux, d'accord? Maintenant, il faut se demander pourquoi. Eh bien, la réponse simple, c'est que nous avons frôlé la guerre nucléaire sous Biden. Ces derniers mois, vous vous en souvenez. Ce n'était pas seulement Scott Ritter. Maintenant, nous avons le vice-ministre des Affaires étrangères, Ryabkov, qui affirme que nous avons été vraiment proches, plus proches que nous ne voudrions jamais l'être, d'une guerre nucléaire au cours de la dernière décennie. Donc, je vois l'objectif principal de Poutine comme étant d'empêcher une guerre nucléaire. Et pourquoi est-il nécessaire de cajoler et de traiter Trump avec des gants? Voilà pourquoi. D'accord. Parce qu'il est imprévisible. Parce qu'on ne peut pas deviner ce qu'il va faire. Et parce qu'il est narcissique. La manière de gérer un narcissique délirant, c'est d'être très très gentil avec lui.
Voilà donc, à mon avis, la priorité de Poutine et de la direction russe. Quant à Trump, je crois avoir déjà dit qu'il veut pouvoir se vanter d'avoir conclu cet accord. C'était vraiment un accord difficile. D'accord. Maintenant, il a toutes les cartes en main. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il veut entretenir une relation décente avec Poutine. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce nouveau document sur la stratégie de sécurité nationale le dit clairement. C'était un document remarquable. Même Poutine, lors de cette séance de questions-réponses de fin d'année, a dit « Écoutez, vous les Européens, vous ne lisez pas? Lisez ce document sur la stratégie de sécurité nationale. Il montre que nous ne sommes plus l'ennemi, nous sommes un partenaire des États-Unis. Et ce document dit, vous savez, que nous allons essayer de résoudre ensemble le problème ukrainien afin d'avoir une meilleure relation avec la Russie. Voilà nos priorités. D'accord, très bien. L'Europe arrive en troisième position. Vous savez, l'Europe n'a pas d'importance. L'Europe s'est déjà exclue elle-même. Donc, nous avons cette convergence où Trump, pour une raison ou une autre, veut entretenir une relation correcte avec la Russie, veut en finir avec cette histoire, et veut pouvoir, vous savez, quand les gens disent « McGovern, pour l'amour de Dieu, il veut un prix Nobel », vous pensez que c'est vraiment ce qui le motive. Et je dis oui, désolé, ça semble puéril, ça semble narcissique, mais, vous savez, je pense que c'est un facteur ici. Prix Nobel pour 2026, il était en lice. Je pense que Trump aimerait conclure quelque chose, établir un cadre le mois prochain avant que les nominations officielles n'aient lieu. C'est proche. Ray, la manière dont Donald Trump essaie de négocier avec Zelensky, penses-tu qu'il exerce une certaine pression sur lui après cette rencontre? Quels sont, selon toi, les signes de ce qui s'est passé pendant celle-ci? Eh bien, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que Trump se vantait d'avoir parlé avec Poutine juste avant la réunion. Je veux dire, il doit bien se rendre compte que les gens vont l'accuser de recevoir des instructions de son ami de toujours, Poutine. Non? Trump ne semble pas très inquiet à ce sujet. C'est peut-être une erreur, mais il s'est vanté d'avoir parlé à tout le monde. Et puis, il a dit 2h30, alors que pour la Russie, c'était 1h15. Et il a ajouté, vous savez, on va arranger tout ça, et ensuite, je vais appeler les Russes juste après. Oh, j'appellerai aussi les Européens. Oui, pourquoi ne pas parler aux Européens? Mais ensuite, j'appellerai les Russes. Donc, il me semble qu'il ait raison ou non d'agir ainsi, Trump est en pleine confiance. Trump is feeling his oats, and he thinks he can shove this thing through. Et il pense pouvoir faire passer cette affaire de force. La principale raison, bien sûr, c'est que les Russes ont gagné sur le terrain. Il ne leur reste presque plus rien à conquérir dans le Donetsk et un peu dans le Luhansk. Donc tu sais, le Donbass est perdu. Il ne sera jamais rendu. Comme je l'ai dit, il peut y avoir une certaine flexibilité concernant ces deux autres régions, mais pas pour la Crimée, bien sûr. Je pense donc que Trump estime que nous pouvons lancer ces groupes de travail. Nous pouvons apprendre aux Européens que, regarde, c'est de la douleur. C'est très difficile, mais c'est la réalité. Comme cet article de Die Welt écrit par un rédacteur en chef important, ils ont presque 1 million d'exemplaires en circulation papier. Ils sont considérés comme l'un des principaux journaux d'Allemagne. Et ce n'est pas seulement ça. C'est aussi leur ministre de la Défense, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, d'accord? Alors, qu'a-t-il dit? Eh bien, il a dit en substance que ce type Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, ne savait pas de quoi il parlait, qu'il n'y aurait pas de guerre, que les Russes n'allaient pas nous attaquer. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que, mon Dieu, ce n'est pas ce que Scholz disait. Il y a donc un grand désaccord, de grandes failles.
Et quand le ministre de la Défense allemand va dans le sens de ce qui sort maintenant de Die Welt, on n'a plus que de simples signes avant-coureurs. Il y a la nécessité pour les Européens de se réveiller et de se dire « Mon Dieu, allons-nous encore dépenser plus d'argent pour ça ?» Vous voyez? Comment allons-nous défendre cet argent au moment des élections, ce qui arrivera dans un an ou un an et demi? Ils ont donc un intérêt personnel dans cette affaire. Mais la façon dont ils vont la résoudre, c'est un peu une situation sans issue pour eux. Je pense qu'ils vont céder, comme l'article de Die Welt le suggère. Je vois cela comme un signe avant-coureur de ce qui va venir. Mais vous savez, ils se sont exclus eux-mêmes. Et Trump ne cache absolument pas sa coopération avec Poutine. La réaction russe, d'après ce que j'ai vu hier soir, était circonspecte, mais factuelle. Et le point important, bien sûr, c'est qu'ils ont accepté de participer à ces groupes de travail, l'un sur la question de la sécurité, l'autre sur d'autres sujets, l'économie, et ainsi de suite. Donc, les choses avancent. Maintenant, certains disent, eh bien, c'est mort-né. Qu'est-ce qui est mort-né? Le plan en 20 points. Enfin, le premier mort-né comptait 28 points. Puis, Rubio et les Européens ont élaboré quelque chose à 20 points, ou 19 points. C'était censé régler la question, non? Witkoff a jeté ça à la poubelle et est revenu aux 28 points. Je t'en ai déjà parlé. Ils y ont passé 5 heures, d'accord? Maintenant, les Européens, ou Zelensky, ont un nouveau, devine quoi, un nouveau plan à 20 points qu'il a rédigé. D'accord? Qu'est-ce qui va lui arriver? Eh bien, je pense que si le précédent se répète, il finira lui aussi à la poubelle. Ce que Trump a dit est vrai. Zelensky n'a aucune carte en main. Les Européens non plus, maintenant. Ils sont humiliés. Ils n'ont aucun moyen de réagir. L'OTAN est en train de se désagréger. Peut-être devrais-je simplement dire quelque chose à propos de l'OTAN. L'OTAN n'est rien sans les États-Unis, d'accord? Maintenant, l'OTAN est sans les États-Unis. Même Poutine l'a souligné. L'OTAN, une alliance de défense. Maintenant, si les États-Unis veulent se lier d'amitié avec la Russie, il ne l'a pas dit comme ça, mais veulent entretenir une relation cordiale. Que deviennent ces va-t-en-guerre en Europe? Est-ce que quelqu'un pense encore que l'article 5, qui oblige les États-Unis, ou du moins les contraint à consulter leur législature et à obtenir l'autorisation d'entrer en guerre si l'Estonie provoque un conflit avec la Russie? Est-ce que quelqu'un y croit encore? Personne n'y croyait avant. Mais maintenant, nous avons Poutine et Trump qui disent « Regardez, l'OTAN est finie ». L'Union européenne est tellement fragmentée qu'elle ne se remettra probablement pas de cette escapade visant à s'emparer de cet argent russe. À présent, je dirais que pendant une dizaine d'années, Ursula von der Leyen sera marginalisée. Ils vont probablement la destituer. Du moins, ils le devraient. Ainsi, l'UPOPEM et l'OTAN sont celles qui ont le plus souffert de tout cela. Et si les États-Unis s'intéressent davantage à entretenir de meilleures relations avec la Russie, et si, je crois l'avoir déjà dit, mais c'est important, quand je suis entré à la CIA en 1963, c'était pour combattre le Glavny Vrag, l'ennemi principal. Et qui était-ce? Les Russes, bien sûr. Glavny Vrag, c'est ainsi qu'ils nous appelaient aussi. Eh bien, devinez ce qui s'est passé en 2025? Nous avons perdu notre place. Les États-Unis ont perdu leur place de Glavny Vrag. D'accord? Qui est le Glavny Vrag maintenant, l'ennemi principal? L'Allemagne. Ce sont des sondages d'opinion très respectés en Russie. Cela ne devrait plaire à personne, n'est-ce pas? Tout le monde critique ou dit « Regardez, Gorbatchev a été un imbécile vraiment stupide d'avoir laissé l'Allemagne se réunifier en échange d'une promesse qui a été violée, à savoir que l'OTAN ne s'étendrait pas d'1 pouce à l'est de la frontière de l'Allemagne de l'Est. »
Donc, Gorbatchev s'est fait avoir, et nous n'aurions jamais dû réunifier l'Allemagne. Cela doit forcément leur trotter dans la tête, parce que la plupart, enfin non, tous, les Russes instruits savent ce qui s'est passé quand, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont perdu 27 millions de citoyens soviétiques face aux hordes nazies. C'est pour cela qu'ils détestent les nazis. Et c'est pour cela qu'ils détestent les néo-nazis à Kiev. Ray, l'Allemagne a réduit son aide à l'Ukraine. Même quand on regarde leur rhétorique, elle devient plus agressive. Mais en coulisses, sous la surface, on voit bien que l'aide à l'Ukraine diminue. C'est la réalité de ce qui se passe là-bas. Et il ne semble pas que l'Europe soit prête de se retrouver dans une meilleure position pour aider seule l'Ukraine, sans le soutien des États-Unis. Vas-y, j'aimerais savoir ce que tu penses de ce qui se passe dans l'esprit des Européens après cette réunion, par exemple. Eh bien, Nima, je pense que tu sais que c'est moi qui ai inventé cet acronyme, MITIMAT. C'est une extension du complexe militaro-industriel d'Eisenhower, le complexe militaro-industriel congressionnel, renseignement, médias, universités, groupe de réflexion. Il est tout aussi puissant, peut-être même plus, tu sais, tout aussi puissant en Allemagne qu'aux États-Unis. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Après tout, qui est ce type Moss? Il ne vient pas d'une de ces sociétés financières qui concluent toutes ces affaires. Je vais te donner un exemple. Je viens du Bronx, à New York. Et on disait souvent, je vais te donner un exemple. Avant le coup d'État à Kiev, il y avait cette entreprise allemande, Maffei, et elle était complètement à l'arrêt parce qu'on lui avait confié la construction du char de combat européen commun. Et il n'y avait aucun danger ou ennemi européen commun dont on puisse parler. Enfin, avant le coup d'État à Kiev. Alors, que s'est-il passé? Juste après cela, Krauss-Maffei et l'entreprise française ont obtenu les droits et ont commencé à construire tout ce matériel. Et maintenant, Rheinmetall, le grand groupe allemand, dit « Regardez, Maffei, nous avons les droits pour construire un char européen commun. » Non, non. Ils se sont affrontés devant les tribunaux, mais ils ont trouvé un accord à l'amiable. Maintenant, leur action commune a augmenté d'environ 4 ou 5 fois. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Ce type, Merz, il vient d'où déjà? Il vient, j'oublie le nom de cette grande organisation financière. BlackRock, oui, BlackRock. Et vous savez, il possède la moitié de l'Ukraine, y compris les terres fertiles. Voilà ce qui se trame ici. C'est pour cela qu'il reçoit tout cet argent. Mais ils réduisent l'aide à l'Ukraine. Ils prétendent que la grande menace vient de la Russie, mais pas tout de suite. Les Russes vont attendre que nous soyons prêts, et cela prendra probablement 3 ou 4 ans. Et Pistorius, leur ministre de la Défense, a maintenant déclaré « Oubliez ça, c'est une mascarade ». Rutte, le chef de l'OTAN, parle à tort et à travers. Les Russes ne vont pas envahir l'Europe de l'Ouest. Et pour ceux qui y croient encore, et on ne peut pas vraiment leur en vouloir, c'est ce que Biden a dit dans son dernier discours sur l'état de l'Union. Il a dit maintenant, est-ce que quelqu'un dans cette salle pense que Poutine s'arrêterait en Ukraine? Non, il prendra la Pologne et les États baltes. Maintenant, lorsque le président des États-Unis dit cela, malheureusement, la plupart des Américains le croient. Beaucoup de gens en Europe le croient aussi. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. C'est pourquoi Poutine devient un peu inhabituellement agité lorsqu'il dit « Je vous l'ai dit 100 fois, nous ne voulons pas envahir l'Europe de l'Ouest. Nous sommes prêts à nous arrêter. » Et comme je l'ai déjà dit dans votre émission, les Russes se sont effectivement arrêtés. Ils se sont arrêtés 6 semaines après le début de la guerre. Et maintenant, nous avons l'ambassadeur suisse en Turquie qui a participé aux négociations à Istanbul en mars et avril 2022.
Il publie aujourd'hui une vidéo expliquant exactement ce qui s'est passé. Il était en contact avec les Turcs qui suivaient tout cela. Et il confirme que ce sont le Royaume-Uni et les États-Unis qui sont intervenus en disant « Non, ce n'est pas ce que vous croyez ». Il s'agit d'affaiblir la Russie. Nous avons donc dit « Nous ne voulons pas que vous acceptiez cet accord et nous vous soutiendrons, l'Ukraine, aussi longtemps qu'il le faudra. » C'est une histoire très triste, car beaucoup d'Ukrainiens sont morts depuis que Zelensky a été convaincu de se ranger du côté de l'Occident. Maintenant, c'est aussi longtemps qu'il le faudra. C'est fini. Pourquoi ne voit-il pas la vérité? Peut-être qu'il la verra après Mar-a-Lago hier, mais il continue de dire à ses troupes de se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et c'est bien sûr ce que des gens comme le sénateur Lindsey Graham approuvent. Aucun de nos soldats n'a été tué. Peu importe qu'environ 1 million, et j'emploie ce mot à dessein, d'Ukrainiens, jeunes et presque de mon âge, aient été tués au combat, alors que tout cela était inutile si les États-Unis et le Royaume-Uni n'avaient pas dit à Zelensky de ne pas accepter cet accord. Zelensky not to take this deal. So they stopped then. That was Alors ils se sont arrêtés à ce moment-là. C'était en mars ou avril 2022. Je veux dire, s'ils se sont arrêtés à ce moment-là et ne voulaient pas prendre une partie de l'Ukraine, ces provinces faisaient encore partie de l'Ukraine selon cet accord. La seule condition, c'était qu'ils acceptaient de ne pas rejoindre l'OTAN et qu'ils auraient un petit cessez-le-feu pour régler les autres problèmes plus tard. D'accord. Donc ils se sont arrêtés à ce moment-là. Et l'idée qu'ils voudraient prendre toute l'Ukraine, eh bien, d'une part, nous nous arrêtons à l'Ukraine ou à la Pologne et aux pays baltes. Il n'y a aucune preuve de cela. Il n'y a pas la moindre preuve que les Russes étaient considérés comme très dangereux avant que les États-Unis et les services occidentaux travaillant avec eux ne renversent le gouvernement dûment établi à Kiev le 14 février. On the 14th of February 22 février 2014. Et ce qui rendait ce coup d'État particulier, c'est qu'il avait été annoncé 2 semaines et demie à l'avance. Vous connaissez cette histoire où Victoria Nuland parle à un ambassadeur américain à Kiev en disant « Tout est sous contrôle. Yats est notre homme. Mettez les autres de côté. Yatsenyuk est notre homme et c'est réglé. » L'ambassadeur, Geoffrey Piat, répond « Mais, Madame la secrétaire, les Européens ne vont pas apprécier cela. » Et elle dit « Qu'ils aillent au diable, les Européens. » D'accord, ouf, qu'ils aillent au diable, les Européens. Eh bien, comment savons-nous, entre autres, que cette conversation interceptée était authentique? Parce que le lendemain, elle s'est excusée auprès des Européens. Elle a dit « Oh, je ne le pensais pas. » Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis désolé. Oui, je ne voulais pas dire ça. Mais elle l'a dit. Et c'est ainsi qu'il voyait les Européens à l'époque. Et il les regarde avec encore plus de mépris. Trump, lui, le fait. Aujourd'hui, ils n'en ont rien à faire de ce que Scholz ou Macron, les 3 mousquetaires, pensent de tout ça. C'est fini. Et s'ils veulent gaspiller plus d'argent, s'ils veulent acheter encore des armes américaines, libre à eux, parce que nous n'avons plus d'armes à vendre pour le moment. Eh bien, 3 ans. Oui, 3 ans pendant que les Russes ne... Voyons, soyons sérieux. Tout cela est surréaliste. Et le plus triste, c'est que, à moins que les gens n'aient accès à des programmes comme le vôtre, je ne parle pas seulement de moi, je parle de tout le monde. N'importe qui, les excellentes personnes que vous avez là, à moins qu'elles n'aient la possibilité de comprendre quelles sont les réalités, elles sont perdues. Parce que, eh bien, les grands médias sont le pivot de ce complexe militaro-industriel. Quand je dis médias, je veux dire en majuscule, parce que les médias appartiennent aux entreprises qui composent le reste du complexe militaro-industriel, bon sang. Et les médias ne vous diront pas la vérité. C'est sur cela que nous travaillons maintenant. Nous pouvons,
Vous savez, montrer quelques signes de progrès avec des émissions comme la vôtre et celle du juge Napolitano. J'espère que dans l'année à venir, nous pourrons avoir un impact encore plus grand sur la conscience publique, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. Ray, deux questions sont importantes en ce moment dans le cas de l'Ukraine. La première concerne les concessions territoriales et la seconde, le retrait des troupes du Donbass, comme le demandait la Russie. Comme tu l'as mentionné, l'Ukraine a beaucoup souffert pendant le conflit, la guerre. Et je ne comprends pas pourquoi on ne retire pas les troupes de la région, puisqu'elles vont se faire tuer. Quel est l'intérêt au fond? Zelensky, que veut-il selon toi? Eh bien, Zelensky a choisi ce type, Syrski, qui fera tout ce que Zelensky lui dira de faire. Il ne se soucie pas vraiment de ce qui se passe sur le terrain, sauf de maintenir la situation pour que les Européens se disent « Waouh, ils tiennent le coup, donnons-leur 90 milliards de dollars de plus. » C'est insensé. Vous savez, c'était insensé dès le départ. Si vous regardez simplement la fichue carte, pardonnez-moi l'expression, l'Ukraine ne l'emportera jamais contre la Russie, et elle ne pourra certainement pas lui infliger une défaite stratégique. Je ne sais pas à quoi pensaient ces gens à Washington, en croyant qu'ils pouvaient y arriver. Obama était plus intelligent. Il a dit non, c'est insensé. Ne donnez jamais aux Ukrainiens l'idée qu'ils peuvent l'emporter sur une Russie bien plus forte, juste à leur porte. Vous savez, il y a une chose qui est sortie la veille, enfin voyons, c'était samedi, quand Poutine est apparu en tenue de combat, vous savez, en train de recevoir un briefing. Ils ont passé en revue toutes les avancées réalisées par les troupes le long de la ligne de front. Et puis j'ai tout lu jusqu'à la fin. C'est ce qu'on devait faire quand j'étais en service actif, pour ainsi dire, lire tout le fichu rapport. Et voici ce qu'il dit à la fin. Il dit, Gerasimov, le chef d'état-major, d'après ce que j'entends de vous et des autres commandants, ces rapports, à en juger par le rythme que nous observons sur la ligne de contact, écoutez bien, notre intérêt pour le retrait des formations militaires ukrainiennes des territoires qu'elles occupent actuellement est devenu, en pratique, caduc, pratiquement réduit à zéro. Fin de citation. Eh bien, il a fait cela juste avant de savoir que Trump allait les appeler le lendemain matin. Alors voici Poutine qui dit « Écoutez, cette histoire de négocier un retrait des troupes pour les Ukrainiens, nous allons négocier simplement en les repoussant hors de ces zones. Nous ne pensons même pas que ce soit important. » Ces mots, l'intérêt que nous portons à un retrait négocié de ces troupes est pratiquement réduit à zéro. Eh bien, à mon avis, Poutine a dit la même chose à Trump lorsqu'il l'a appelé plus tôt hier matin. Il a dit, écoute, tu sais, nous sommes en train de l'emporter ici. Nous n'avons pas vraiment besoin de nous inquiéter de négocier un accord sur le reste du Donbass. C'est une question de mois, peut-être de semaines, mais nous pouvons le faire. Et à voix basse, il dit, maintenant, quand nous vous avons dit en Alaska, c'est-à-dire Poutine, que nous avions une certaine flexibilité, c'est une supposition de ma part. Il y a d'autres types de choses sur lesquelles nous pouvons conclure des accords. D'accord? Peut-être Zaporizhia, peut-être Kherson. Oui, elles font partie de la Russie maintenant. Mais vous savez, avec un peu d'imagination dans la négociation, on peut faire quelque chose à ce sujet. En attendant, nous avons Kharkiv, nous avons Odessa, nous en avons d'autres. Traçons la voie. Maintenant, deux groupes sont en train de se former, et cela va se produire. Donc, ce que je pense ici, c'est que cette affaire avance lentement. C'est très compliqué, comme Trump l'a appris ces derniers mois. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit si compliqué qu'un accord mutuel soit impossible.
Un accord que Poutine souhaite surtout comme un moyen pour les États-Unis de reconnaître les intérêts fondamentaux de la Russie, ce qu'ils auraient dû faire dès décembre 2021. L'idée serait la suivante. D'accord, nous donnerons à l'Ukraine certaines garanties, c'est-à-dire que les États-Unis le feront, qu'elle ne sera plus envahie. Mais nous maintiendrons son armée à une taille réduite et nous pourrons trouver un terrain d'entente. Maintenant, lorsque Trump s'est vu demander « Eh bien, et si vous n'y parvenez pas ?» il a répondu « Eh bien, plus de gens mourront. Nous n'y parviendrons pas. Nous n'y parviendrons pas. » Très bien. Eh bien, selon Poutine, ce serait regrettable, car nous aurions alors une Ukraine réduite, avec laquelle il faudrait composer en permanence. Et il n'y aurait aucun mécanisme de supervision globale pour garantir au mieux la neutralité, pour s'assurer que les Ukrainiens gardent leurs armes à distance de nous. Donc je pense que Poutine en veut davantage. Je pense qu'il fera encore preuve de patience, d'autant plus qu'il est en train de gagner très très clairement, et que les Européens et Zelensky, à mon avis, n'ont vraiment aucune carte en main. Maintenant, laissez-moi ajouter une autre chose. C'est lié à tout cela. Mais avant que je ne l'oublie, il m'arrive parfois d'oublier. Il reste une question majeure entre la Russie et les États-Unis. Le dernier traité de contrôle des armements, appelé New START. Il expire le 5 février. La raison pour laquelle j'en parle, Nima, c'est que si j'étais Poutine, assis avec mes collègues, et que je disais « Pensez-vous que Trump soit intéressé par un accord sur l'Ukraine ?» et qu'il réponde « Eh bien oui, nous le pensons. » Pensez-vous qu'il en soit capable? Pensez-vous qu'il soit capable de « Nous n'en savons pas grand-chose. » Est-il vraiment maître de lui-même? Nous n'en sommes pas sûrs. Ah, voici le test décisif. Vous, Monsieur Poutine, avez fait une ouverture personnelle. C'était très très orchestré envers le président des États-Unis pour maintenir les limites quantitatives, environ 1500 missiles stratégiques, quelque chose comme ça, pour le traité New START, qui expire le 5 février. Il ne peut plus être renouvelé. Il l'a déjà été une fois. Il expire, n'est-ce pas? Vous lui avez proposé, le 22 septembre, un accord selon lequel vous maintiendriez ces limites quantitatives pendant une année supplémentaire si les deux parties étaient d'accord. Alors, pourquoi ne peut-il pas vous répondre? Je veux dire, il a dit 2 semaines après votre proposition. Cela me semble une bonne idée. Et comme vous le savez, Monsieur Poutine, nous avons fait pression sur tout le monde, Whitcomb et tous les autres, mais ils n'en parlent pas. Voilà le test décisif, Monsieur le Président. Si Monsieur Poutine, si Trump n'a pas la force nécessaire pour accomplir cette chose simple, qui ne demande aucune négociation supplémentaire, mais serait un merveilleux gage de ses bonnes intentions pour mettre un frein à la course aux armements, ou du moins y imposer une certaine retenue. S'il ne peut pas faire cela, alors il n'est pas maître de lui-même, Monsieur Cook. Nous ne pouvons pas vous assurer qu'il agit de son propre chef. Donc ce qu'il promet à propos de l'Ukraine, eh bien il faut aussi le prendre avec des pincettes. Heureusement, nous n'avons pas trop à nous en inquiéter. Ce serait regrettable s'il ne parvient pas à s'entendre sur l'Ukraine, mais ce serait encore plus regrettable s'il laissait se déclencher une course aux armements sans contrôle. Ce serait là notre meilleur moyen d'évaluer non pas ses intentions, mais sa capacité à conclure un accord, à négocier un traité ou une autre forme d'arrangement. Tout cela est donc très, Poutine, Lavrov et d'autres l'ont dit explicitement. Et Ryabkov a publié une déclaration la veille de Noël qui ne cesse de faire parler d'elle. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et la dernière chose que je dirais à propos de Ryabkov, c'est que dans ce long exposé, décrivant assez fidèlement le déroulement des événements en Ukraine, il conclut par une question. Alors, Monsieur Ryabkov, que pensez-vous du prix Nobel de la paix?
Mr. Ryabkov, what do you think about the Nobel Peace Prize? Do you think that Trump would like to have the Penses-tu que Trump aimerait avoir le... Penses-tu qu'il mérite d'avoir le prix Nobel de la paix? Question légitime, d'accord? Mais cela faisait partie d'une déclaration politique majeure. Alors, Ryabkov répond de manière très diplomatique. Il dit « Je sais que Trump est très intéressé par la conclusion d'un accord. Je sais qu'il l'est, et je suis sûr qu'il fera tous les efforts nécessaires. Et s'il y parvient, eh bien, oui, blablabla. » Il ne dit pas explicitement « Oui, dans ce cas, il mérite tous les prix Nobel de la paix qu'il peut obtenir. » Mais c'est l'idée. Donc tu vois, ça peut sembler banal ou un peu adolescent de ma part de penser que c'est un facteur, mais je crois que les Russes le pensent aussi. Et s'ils peuvent jouer là-dessus, nous pourrions avoir un mois de janvier très très intéressant à venir. Je penserais que l'un des enjeux essentiels, c'est la sécurité. Aujourd'hui, Donald Trump a déclaré que l'Europe prendrait une part importante des responsabilités en matière de sécurité de l'Ukraine, avec le soutien des États-Unis. Qu'en penses-tu? Se passe-t-il quelque chose entre les États-Unis et l'Europe qui ne serait pas rendu public, dont on ne parlerait pas dans les médias traditionnels peut-être? Eh bien, comme je le comprends, Nima, il est clair que Trump a dit « Les Européens, vous voulez soutenir l'Ukraine? Allez-y, soyez nos invités, soutenez-la, d'accord? Maintenant, en réalité, ils ne peuvent pas soutenir l'Ukraine. Ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas les moyens que les États-Unis ont utilisés pendant plus de 3 ans, n'est-ce pas? Donc oui, nous sommes contents que les Européens donnent à Kiev toutes les garanties qu'ils veulent. Mais ce ne seront pas des garanties de l'OTAN, parce que nous, les États-Unis, dirigeons en grande partie l'OTAN. Et sans nous, l'OTAN ne vaut rien, d'accord? Tout cela est donc un peu orchestré, comme une mise en scène, vous voyez? Les Européens vont faire cela maintenant, mais en réalité, ils ne peuvent pas le faire. Comme je l'ai déjà dit, depuis 6 semaines, le raisonnement est « nous n'allons plus donner d'armes à l'Ukraine ». Nous, les États-Unis. Mais nous allons vendre les armes aux Européens, d'accord? Et ensuite, les Européens pourront les donner aux Ukrainiens. Maintenant, quel est le problème avec ça? Le problème, c'est que nous n'avons actuellement aucune arme à vendre. Il faudra quelques années avant qu'elle soit produite. Les Européens n'ont pas d'argent pour les acheter en ce moment et ils n'en auront pas non plus dans 3 ans. Et quand elles arriveront aux Ukrainiens, si elles leur parviennent, les Ukrainiens n'auront plus d'armée pour manier ces armes. Donc vous savez, tout cela semble un peu absurde, mais les gens ne sont pas assez lucides pour comprendre que beaucoup de ces choses ne sont que des promesses creuses, et que sans les États-Unis en Europe, au sein de l'OTAN, comme c'est le cas depuis 1949, l'OTAN ne vaut pas grand-chose. Et vous savez, vous devez compter sur moi pour dire cela. Vous voyez d'autres le dire. En fait, Poutine lui-même l'a dit lors de cette longue séance de questions-réponses. Mais, pour revenir à ce qu'il a dit devant ses soldats et le chef d'état-major, il a déclaré que nous n'avions vraiment pas besoin d'un tribunal pour continuer à agir contre les troupes ukrainiennes qui occupent maintenant certaines parties du territoire que nous revendiquons. Maintenant, s'ils sont prêts à trouver une sorte d'accord, prêts à négocier, nous ferons preuve d'une certaine flexibilité. Vous le savez, Monsieur Trump. Eh bien, tout dépend de savoir si Zelensky et Syrski décident qu'ils veulent vraiment tenir bon pendant une longue période. Maintenant, dernière chose ici. Je ne pense pas qu'ils en aient encore pour longtemps. Zelensky, chacun de ses principaux lieutenants, s'est révélé totalement corrompu. Tous. Et Umerov, le négociateur, il est lui aussi sous une sorte de soupçon. Maintenant, qui orchestre tous ces rapports? Mes vieux amis de la CIA. Ils ont mis en place cette inspection et maintenant ils s'en prennent aux gens du Parlement.
Tu crois qu'ils font ça de leur propre initiative? Je ne pense pas. À mon époque, au moins, j'agissais sur ordre, parfois pour des choses pas très jolies. Mais là, ils sapent ceux qui dirigent l'Ukraine. Alors Zelensky serait au-dessus de tout ça? Comme la femme de César, le seul politicien non corrompu d'Ukraine. Je ne le crois pas. Politician in Ukraine? I don't think so. And, you know, as Trump said yesterday, Et vous savez, comme Trump l'a dit hier, je crois qu'il a affirmé que 91% des Ukrainiens voulaient mettre fin à la guerre. C'est un élément à prendre en compte. Et combien de temps Zelensky pourra rester dans cette affaire? Qu'il soit renversé par les nazis ou par les inspecteurs que la CIA a mis en place dans cette inspection, personne ne le sait. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de grands favoris pour remplacer Zelensky. Bien que ce type Boudanov, le chef du renseignement militaire, tienne des propos étranges, du genre qu'il faudrait reconnaître la réalité maintenant. Et cet homme qui est parti à Londres comme ambassadeur, il se lance aussi dans la course. Donc c'est aux Américains de démêler tout ça, et aux Européens dans la mesure où ils le souhaitent. Eh bien, le MI6 en Grande-Bretagne est aussi impliqué là-dedans. Ils doivent trouver comment gérer la situation. They have to figure out how to handle this thing once the facts on the ground. Une fois que les faits sur le terrain seront mieux établis, ce qui arrivera dans quelques semaines seulement, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'ils n'atteignent le denier. Je ne pense pas qu'ils veuillent aller plus loin. Ce qu'ils aimeraient vraiment, c'est ne pas avoir à aller plus loin, mais obtenir un accord sur lequel ils puissent compter. Je pense que c'est en préparation. Si Trump, le Trump imprévisible, délirant et narcissique, peut agir en homme libre, utiliser l'influence qu'il possède et surmonter son opposition, non seulement en Europe, mais aussi de la part des Rubio, des Kellogg, des Hegseth peut-être de ce monde, j'ai bon espoir qu'il le puisse. Je crois que ce genre de choses s'est déjà produit, mais cette fois, je pense que c'est sérieux. Pour citer le philosophe Donald Trump, nous verrons bien ce qui se passera. Nous verrons bien ce qui se passera. Oui. Merci beaucoup, Ray, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Je t'en prie, Nima, et merci de m'avoir accordé un peu de ton temps. Tout le plaisir est pour moi, comme toujours, Ray. My pleasure as always, Ray.